3 minutes, un décret exécutif a renversé les règles du jeu au Burkina Faso. Embargo total sur les visas pour les citoyens américains, nationalisation des concessions minières, mesures contre des actifs étrangers. La relation avec les États-Unis se durcit et l'économie entre dans une zone d'incertitude immédiate sur fond de réaction occidentale. Que change pour la vie quotidienne et les choix de demain le pari d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté si les sanctions et la suspension d'aide s'enchaînent? Dans les prochains instants, un détail chiffré et une conséquence sociale vont éclairer l'ampleur réelle de cette rupture. Ce qui se joue ici dépasse un simple bras de fer diplomatique ou une annonce politique spectaculaire. L'enjeu central est clair: comprendre si la quête de souveraineté peut réellement améliorer les conditions de vie sans plonger le pays dans un isolement durable. D'un côté, la reprise du contrôle des ressources minières promet des recettes plus élevées, une redistribution plus équitable et une rupture avec des contrats jugés désavantageux. De l'autre, la fermeture des visas, la sortie forcée d'entreprises occidentales et la suspension partielle de l'aide internationale exposent l'économie à des chocs immédiats. Pour les citoyens, la question n'est pas idéologique mais concrète. Emploi, prix, services publics, sécurité. Pour l'État, il s'agit de prouver qu'une voie alternative est viable dans un système mondial interdépendant. Cette analyse se concentre donc sur les faits, les chiffres disponibles et les mécanismes réels à l'œuvre, afin d'évaluer ce que ce tournant implique à court et moyen terme. La promesse est simple: démêler ce qui relève du symbole politique et ce qui transformera réellement le quotidien. Le décret signé début janvier 2026 n'est pas une déclaration symbolique. Il déclenche des effets mesurables dès les premières heures. Avant ces mesures, les sociétés minières étrangères extrayaient plus de 20 tonnes d'or par an, pour une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars, tandis que l'État burkinabé ne percevait qu'environ 6 à 7% sous forme de redevances. Ce point est central pour comprendre la logique d'Ibrahim Traoré. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, il affirme que le modèle économique hérité maintenait le pays dans une dépendance structurelle, malgré l'abondance de ressources naturelles. La nationalisation des concessions et l'embargo sur les visas américains constituent donc une rupture assumée avec ce système, présentée comme une reprise de contrôle plutôt qu'une fermeture idéologique. Le contexte international renforce cette lecture. Les sanctions, la pression diplomatique et la suspension partielle de l'aide occidentale étaient largement anticipées par les autorités. En parallèle, des discussions avec la Russie et la Chine avaient déjà été engagées, offrant des alternatives financières et sécuritaires, même si elles impliquent de nouveaux équilibres de dépendance. Sur le plan intérieur, cette décision intervient après des années de frustration sociale, marquée par un sentiment d'exploitation et d'injustice économique. La popularité initiale de Traoré s'enracine dans cette attente de rupture. Mais ce soutien repose désormais sur une promesse concrète: transformer un geste politique fort en bénéfice tangible pour l'économie réelle. La question clé devient alors la suivante: ces chiffres et cette stratégie suffiront-ils à soutenir durablement ce choix radical? Dans les rues de Ouagadougou, les premières réactions n'ont pas tardé à se manifester, bien avant que les analyses géopolitiques de Tintillac ne s'installent. Des rassemblements spontanés ont salué la décision comme un acte de dignité retrouvée, tandis que d'autres voix, plus discrètes, exprimaient une inquiétude immédiate face aux conséquences économiques. Ce contraste éclaire la réalité sociale dans laquelle s'inscrit le choix d'Ibrahim Traoré. Un travailleur du secteur minier résume cette ambivalence. Employé depuis plusieurs années par une société étrangère, il a vu son contrat suspendu du jour au lendemain
après l'annonce de la nationalisation. Pour lui, la mesure incarne une justice attendue, mais aussi une période d'incertitude brutale. Son revenu dépendait directement de ses opérations, et la transition vers une gestion nationale ne garantit pas une continuité immédiate. Dans les communautés rurales proches des sites miniers, l'effet est similaire. Les mines structuraient l'économie locale, finançaient indirectement des services et faisaient vivre des familles entières. Leur arrêt temporaire ou leur restructuration crée un vide que l'État promet de combler par des programmes de formation et de reprise progressive des activités. Toutefois, entre la promesse et la mise en œuvre, un délai s'installe et c'est précisément ce laps de temps qui cristallise les tensions. Ces impacts précoces montrent que la décision ne se joue pas uniquement au niveau diplomatique ou macroéconomique. Elle se traduit par des ajustements immédiats dans la vie quotidienne, où l'espoir de souveraineté se heurte à la réalité des transitions économiques. Le pari est clair: accepter un choc à court terme pour refonder un modèle plus autonome. Reste à savoir si cette phase intermédiaire sera socialement soutenable. Tout commence par un acte administratif d'apparence classique, mais à portée explosive. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré signe l'ordonnance qui enclenche, sans phase transitoire, une série de mesures coordonnées. Dans les heures qui suivent, les autorités annoncent qu'avec la fermeture des frontières aux citoyens américains, la révocation des concessions minières détenues par des groupes étrangers et le gel de plusieurs actifs liés à ces entreprises. L'activation est rapide, assumée, pensée pour empêcher tout contournement ou négociation dilatoire. Le premier effet se fait sentir immédiatement de façon presque mécanique. Les sociétés minières occidentales reçoivent l'ordre de cesser leurs activités et de préparer leur départ. Les chaînes logistiques se figent, les bureaux ferment, les flux financiers sont interrompus. Sur le terrain, des milliers de travailleurs se retrouvent dans l'attente sans visibilité immédiate. Cette phase initiale marque la rupture nette avec le modèle antérieur, fondé sur des contrats de long terme et une présence étrangère dominante. Puis vient le moment où les réactions internationales deviennent publiques. Washington dénonce une décision hostile et annonce l'examen de sanctions économiques supplémentaires. Plusieurs gouvernements européens s'alignent, évoquant un risque d'isolement croissant du Burkina Faso. La suspension partielle de l'aide internationale est confirmée, touchant directement des programmes sociaux et des projets d'infrastructure. À ce stade, la décision n'est plus seulement économique, elle devient un test politique et diplomatique à grande échelle. Sur le plan intérieur, la montée en tension est contrebalancée par une mobilisation populaire visible. Des manifestations de soutien éclatent à Ouagadougou et dans d'autres villes, portées par un discours de rupture avec des décennies de dépendance. Pour une partie de la population, Ibrahim Traoré incarne un dirigeant prêt à assumer le coût de la souveraineté. Cette dynamique confère au pouvoir une légitimité immédiate mais aussi une responsabilité accrue, celle de transformer l'adhésion symbolique en résultat concret. Les répliques s'organisent ensuite sur deux axes parallèles. Le premier est économique. L'État annonce des programmes de formation accélérés pour permettre aux travailleurs burkinabés de reprendre les postes techniques laissés vacants. Une restructuration du secteur minier est lancée avec l'objectif affiché de traiter localement les ressources au lieu de les exporter brutes. Ces annonces visent à rassurer, mais leur mise en œuvre nécessite du temps, des financements et une capacité administrative renforcée. Un second mouvement, cette fois géopolitique, se met presque aussitôt en place. Presque simultanément, des discussions s'ouvrent avec la Russie et la Chine. Des accords préliminaires portent sur la sécurité, les infrastructures et l'accès à des financements alternatifs.
Ces démarches montrent que la rupture avec l'Occident ne signifie pas un retrait du monde, mais un repositionnement stratégique. Toutefois, ce choix redessine les dépendances, plutôt qu'il ne les efface totalement. À la fin de cette séquence, une ligne de fracture apparaît clairement. Le pays est entré dans une phase irréversible où chaque décision amplifie la précédente. Le choc initial est absorbé par l'élan politique, mais les répliques économiques et sociales s'annoncent mille plus longues et plus complexes. L'événement n'est plus ponctuel, il devient un processus. Et c'est dans la durée que se jouera la crédibilité de ce tournant historique. Pour mesurer l'impact réel de ce tournant, il faut quitter le registre des intentions et entrer dans celui des chiffres, même imparfaits. Avant janvier 2026, le secteur minier burkinabé fonctionnait sur un modèle stable mais très déséquilibré. Plus de 20 tonnes d'or extraites chaque année pour une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars, alors que l'État ne percevait qu'environ 80 millions de dollars, soit 6 à 7% de la valeur totale. Cette base constitue le point de départ de la comparaison. Avec la nationalisation des concessions, le gouvernement annonce un changement de répartition. À partir de 2026, la part revenant à l'État devrait atteindre 25 à 30% des revenus miniers. En termes bruts, cela représente une augmentation potentielle d'environ 250 millions de dollars par an pour les finances publiques. Le delta est significatif. Il multiplie par plus de 3 les recettes directes issues de l'or à production équivalente. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre justifie à lui seul le risque politique assumé. Cependant, ce gain théorique doit être mis en perspective. À court terme, la sortie des entreprises étrangères entraîne une baisse transitoire de la production, liée à la désorganisation logistique et au manque de cadres techniques locaux. Cette phase de transition réduit mécaniquement les revenus attendus durant les premiers mois. Le gouvernement tente d'y répondre par un programme de formation visant plus de 5 000 travailleurs, avec un objectif affiché de 10 000 emplois directs créés sur 3 ans. Ces projections reposent sur la capacité de l'État à maintenir l'activité sans partenaires occidentaux. Un autre chiffre éclaire le coût immédiat de la rupture. Avant l'ordonnance, le Burkina Faso recevait près de 6 millions de dollars par an d'aide internationale, principalement en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. La suspension partielle de cette aide représente une perte modeste à l'échelle macroéconomique, mais concentrée sur des secteurs sensibles comme la santé et l'éducation. Le choc n'est donc pas global, il est ciblé et socialement visible. À ces éléments s'ajoute l'estimation gouvernementale d'une perte potentielle de 3 milliards de dollars d'investissements étrangers sur 5 ans. Ce chiffre, souvent cité par les critiques, correspond à un scénario de désengagement prolongé des capitaux occidentaux. En contrepartie, les autorités mettent en avant des accords de financement alternatifs avec la Chine et la Russie, censés compenser partiellement ce manque. Les montants précis restent flous, mais l'objectif est clair, substituer une dépendance à une autre jugée politiquement plus acceptable. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une bascule nette. Le modèle antérieur garantissait une certaine stabilité au prix d'une captation externe des richesses. Le nouveau modèle promet des recettes accrues, mais expose le pays à une volatilité plus forte et à une phase d'ajustement coûteuse. La question n'est donc pas de savoir si les chiffres changent, mais si la capacité de gestion suivra la trajectoire annoncée. Les critiques des mesures adoptées avanceront d'abord un argument économique classique. Selon eux, la rupture brutale avec les entreprises occidentales et la fermeture des visas américains risquent de décourager durablement les investisseurs étrangers. Dans un environnement mondial concurrentiel, le Burkina Faso pourrait apparaître comme un marché imprévisible
où les règles peuvent changer sans préavis. Cette perception pèserait sur la croissance, limiterait l'accès aux capitaux et ralentirait la modernisation des infrastructures, notamment dans un secteur minier très capitalistique. À court terme, cette lecture s'appuie sur des faits observables: départ d'entreprises, gel de projets et incertitude sur les flux financiers futurs. Un second argument porte sur le coût social et institutionnel. Les opposants soulignent que l'État burkinabé ne dispose pas encore de toutes les compétences techniques et managériales nécessaires pour gérer efficacement les mines nationalisées. La transition pourrait se traduire par une baisse de productivité, des retards dans le versement des salaires et une pression accrue sur les finances publiques. À cela s'ajoute la suspension partielle de l'aide internationale, qui affecte directement des secteurs sensibles comme la santé et l'éducation. Selon cette analyse, le risque est de faire porter le poids de la souveraineté économique sur les populations les plus vulnérables. Ces deux critiques reposent sur des hypothèses plausibles, mais elles ne suffisent pas à invalider la stratégie engagée. Les données disponibles montrent d'abord que le modèle précédent, bien que stable, était structurellement défavorable. Avec seulement 6 à 7% de redevances sur une production annuelle évaluée à 1,2 milliard de dollars, l'État captait une part marginale de la richesse extraite. Même en intégrant une phase de transition avec une production réduite, le passage à une part de 25 à 30% des revenus modifie profondément l'équation budgétaire à moyen terme. Sur le plan des capacités internes, la critique ignore partiellement les mécanismes d'adaptation déjà engagés. Le programme de formation visant plus de 5 000 travailleurs et la projection de 10 000 emplois directs sur 3 ans ne garantissent pas un succès immédiat, mais ils indiquent une stratégie de montée en compétences progressive plutôt qu'une gestion improvisée. Enfin, la perte de l'aide occidentale, estimée à environ 6 millions de dollars par an, reste limitée par rapport aux gains potentiels issus de la redistribution minière. En réalité, le débat oppose moins un choix rationnel à un autre qu'une préférence pour la stabilité contre une acceptation du risque. Les critiques ont raison sur un point: la trajectoire est incertaine. Mais les chiffres montrent aussi que le statu quo enfermait le pays dans une dépendance durable, avec peu de marge de manœuvre pour corriger les déséquilibres existants. Au-delà des sanctions et des réactions occidentales, un élément moins visible redéfinit la portée des décisions prises par Ibrahim Traoré. Le cœur de la stratégie ne réside pas uniquement dans la nationalisation des mines ou l'embargo sur les visas, mais dans la tentative de déplacer le centre de gravité économique du pays. Pour la première fois, l'État ne se contente pas de renégocier des contrats existants. Il cherche à reconstruire toute la chaîne de valeur autour des ressources naturelles. Jusqu'ici, l'or quittait majoritairement le territoire à l'état brut, laissant peu de valeur ajoutée localement. La rupture actuelle ouvre la possibilité, encore théorique, de traiter une partie de cette production sur place. Cela implique des infrastructures, des compétences techniques et des investissements lourds. Mais le principe marque un changement stratégique. La souveraineté n'est plus seulement juridique ou symbolique, elle devient industrielle. Ce point éclaire autrement les partenariats engagés avec la Russie et la Chine. Il ne s'agit pas uniquement de compenser la perte de capitaux occidentaux, mais de trouver des acteurs prêts à financer des projets de transformation locale, là où le modèle précédent privilégiait l'extraction rapide et l'exportation. Cette logique explique aussi pourquoi le pouvoir accepte une phase de turbulence. L'objectif n'est pas de maintenir l'ancien équilibre, mais d'en créer un nouveau. À mi-parcours, la question se déplace donc. Le débat n'est plus seulement rupture ou isolement, mais transition
ou stagnation. Et c'est cette transition, plus que le choc initial, qui déterminera la réussite ou l'échec du pari engagé. Pour l'État, les décisions prises modifient immédiatement l'équilibre budgétaire et politique. La promesse centrale d'Ibrahim Traoré repose sur une augmentation sensible des recettes issues de l'or, avec une part désormais estimée entre 25 et 30% des revenus miniers. Si cette projection se confirme, elle offre à l'administration une marge nouvelle pour financer des politiques publiques sans dépendre exclusivement de l'aide extérieure. En contrepartie, l'État assume une exposition accrue aux pressions diplomatiques, aux sanctions ciblées et à la volatilité des partenariats alternatifs. La souveraineté gagne en visibilité, mais la gestion devient plus complexe et plus risquée. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les groupes occidentaux ont quitté le pays, laissant derrière eux des actifs gelés et des projets interrompus. Cette sortie brutale crée un vide, mais ouvre aussi un espace pour de nouveaux acteurs, notamment étatiques ou issus de pays partenaires comme la Russie et la Chine. Les entreprises locales, en revanche, se trouvent à un carrefour. Certaines peuvent bénéficier de la relocalisation de certaines activités, notamment dans la maintenance, le transport ou les services. D'autres souffrent de la rupture des chaînes de valeur établies, en particulier celles qui dépendaient de contrats avec des partenaires étrangers pour leur financement ou leur expertise. Pour les citoyens, les effets sont les plus sensibles et les plus immédiats. Dans les zones minières, la transition entraîne une incertitude sur l'emploi et les revenus à court terme. Des milliers de travailleurs ont vu leur situation se fragiliser, même si des programmes de formation et de reconversion ont été annoncés. À l'échelle nationale, la suspension partielle de l'aide internationale affecte des services essentiels, notamment dans la santé et l'éducation. Ces pertes ne sont pas massives en volume, mais elles touchent des populations déjà vulnérables, ce qui accentue la perception d'un sacrifice imposé au nom d'un objectif collectif. Au niveau régional, les choix opérés par le Burkina Faso résonnent bien au-delà de ses frontières. Les pays du Sahel observent attentivement cette trajectoire, certains y voyant un précédent possible. Le rapprochement avec le Mali et le Niger esquisse la perspective d'une coordination économique et politique régionale capable de contourner certaines sanctions. Toutefois, cette dynamique reste fragile et dépendante de la stabilité interne de chaque pays. Une réussite renforcerait l'idée d'un modèle alternatif. Un échec servirait d'avertissement. Ces conséquences montrent que le tournant engagé n'est ni uniformément bénéfique ni uniquement coûteux. Il redistribue les gains et les pertes selon les acteurs. La vraie mesure du succès ne se fera pas à l'annonce des décisions, mais à la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux tout en consolidant les bénéfices économiques promis. Si l'on se place dans un scénario de base, le Burkina Faso parvient à stabiliser la transition sans effondrement économique, mais sans transformation rapide. La production minière redémarre progressivement sous gestion nationale, avec des rendements inférieurs à ceux de l'ancien modèle durant les premiers mois. Les recettes publiques augmentent, mais restent en deçà des projections initiales en raison des coûts de restructuration et de formation. Les partenariats avec la Chine et la Russie apportent des financements ciblés, surtout pour les infrastructures et la sécurité, tandis que les tensions avec l'Occident persistent à un niveau contrôlé. La trajectoire est lente, prudente et politiquement soutenable si les attentes sont ajustées. Dans une lecture plus optimiste, suppose une coordination plus efficace. Les nouvelles équipes techniques montent rapidement en compétences, la production minière se rapproche des niveaux antérieurs et la part accrue des revenus améliore visiblement le budget de l'État. Les investissements alternatifs se matérialisent,
sous forme de projets concrets, notamment dans la transformation locale des ressources. À l'échelle régionale, une coopération renforcée avec le Mali et le Niger crée des débouchés commerciaux et logistiques. Dans ce cas, la rupture initiale devient un catalyseur et le pays s'installe comme un pôle de référence pour une stratégie de souveraineté assumée. À l'inverse, dans une trajectoire plus pessimiste, repose sur l'hypothèse d'un isolement prolongé. Les sanctions se durcissent, les financements alternatifs tardent à se concrétiser et la production minière reste inférieure aux attentes. Les recettes publiques augmentent moins que prévu, tandis que la suspension de l'aide internationale pèse durablement sur les services sociaux. Le mécontentement s'installe dans les zones touchées par le chômage et la baisse d'activité, fragilisant le consensus politique. Dans cette configuration, les choix initiaux apparaissent coûteux à court terme, sans garantie de gain à moyen terme. Entre ces trajectoires, une recommandation s'impose naturellement. Si l'objectif est de transformer un geste politique en dynamique durable, la priorité doit être donnée à la gestion de la transition. Si les institutions tiennent et que les ajustements sont rapides, le pari peut s'inscrire dans le temps. Sinon, le risque est de confondre rupture stratégique et impasse opérationnelle. Pour une première catégorie de citoyens, notamment les travailleurs directement liés au secteur minier, les décisions prises se traduisent donc par une période de fragilité. La perte ou la suspension d'un emploi, l'attente d'une formation ou d'une réaffectation créent une pression immédiate sur les revenus des ménages. Dans ce cas, la souveraineté économique est perçue comme un horizon souhaitable mais lointain face à des besoins quotidiens urgents. Le temps devient un facteur clé. Plus la transition est longue, plus le coût social est de lourd. Pour une deuxième catégorie composée de fonctionnaires, d'enseignants et d'agents des services publics, l'enjeu est différent. L'augmentation potentielle des recettes de l'État nourrit l'espoir d'un financement plus stable des politiques publiques. Mais la suspension partielle de l'aide internationale introduit une incertitude sur les budgets à court terme. Cette population se situe souvent dans une position intermédiaire, partagée entre le soutien politique à la rupture et la crainte d'une dégradation concrète des conditions de travail. Enfin, pour les jeunes et les populations rurales, le tournant engagé par Ibrahim Traoré revêt une dimension symbolique forte. Beaucoup y voient une affirmation de dignité et une promesse de changement après des décennies perçues comme injustes. Ce soutien est moins fondé sur des gains immédiats que sur une projection à long terme, où l'autonomie économique ouvrirait de nouvelles opportunités. Mais cette adhésion reste conditionnelle à la capacité de l'État à transformer le discours en perspective réelle d'emploi et de développement local. Ces trois groupes illustrent une même réalité sous des angles différents. Le choix opéré redéfinit les attentes, mais il redistribue aussi les risques. Pour le spectateur, la question centrale n'est pas seulement de savoir si la stratégie est juste ou légitime, mais si le rythme de la transition est compatible avec les contraintes de la vie quotidienne. Pour que le pari engagé par Ibrahim Traoré dépasse le registre du symbole, une séquence d'actions cohérentes doit s'enchaîner sans rupture. D'abord, il faut stabiliser la stabilisation opérationnelle du secteur minier. Cela implique d'identifier rapidement les sites prioritaires, d'y maintenir une production minimale et de sécuriser les flux financiers. L'objectif n'est pas d'atteindre immédiatement la performance maximale, mais d'éviter une érosion prolongée des recettes pendant la transition. Des indicateurs simples, comme les volumes produits et les délais de paiement des salaires, servent ici de boussole. Ensuite, il s'agit de renforcer sur les compétences. Les programmes de formation annoncés doivent être ciblés, intensifs et évalués régulièrement. Former plusieurs milliers de techniciens n'a de sens que si les compétences correspondent aux besoins réels des sites miniers et des infrastructures associées.
À ce stade, le rôle de partenariat technique, y compris avec des acteurs non occidentaux, devient central. La souveraineté ne signifie pas l'autarcie, mais la capacité à choisir ses appuis et à en maîtriser les termes. Puis vient l'enjeu budgétaire et social. Les recettes supplémentaires attendues doivent être partiellement fléchées vers des secteurs visibles pour la population, comme la santé, l'éducation et les services de base dans les zones minières. Cette redistribution mesurable est essentielle pour maintenir le soutien populaire au-delà de l'élan initial. Sans effet tangible, le consensus politique risque de s'éroder. Enfin, s'ajoute un volet, la diplomatie régionale. En renforçant la coordination avec les pays voisins et en diversifiant ses alliances, le Burkina Faso peut réduire l'impact des pressions extérieures. Cette approche graduelle permet de transformer une rupture brutale en trajectoire stratégique lisible. Pris ensemble, ces jalons dessinent une condition clé. La réussite dépend moins de la décision initiale que de la discipline dans son exécution. Dans les quartiers proches des sites miniers évoqués plus tôt, le temps s'est étiré depuis l'annonce des nationalisations. Les machines sont parfois à l'arrêt, les routines ont été brisées et l'attente s'est installée. C'est là que se mesure la portée réelle des décisions prises au sommet de l'État. Loin des communiqués et des débats diplomatiques, la souveraineté prend la forme d'un salaire différé, d'une formation promise, d'une reprise espérée. Pour Ibrahim Traoré, ce décalage entre l'élan politique et le vécu quotidien constitue le test le plus exigeant. Le soutien populaire observé dans les premières semaines repose moins sur des résultats immédiats que sur une confiance accordée à une trajectoire. Cette confiance n'est ni acquise ni illimitée. Elle se nourrit de signes concrets, même modestes, qui montrent que le choc initial ouvre réellement sur autre chose qu'une simple rupture. Le fil conducteur reste le même depuis le début. Accepter une phase d'incertitude pour tenter de reprendre la maîtrise du destin économique. Dans ce cadre, chaque mois compte. Chaque mine relancée, chaque travailleur réintégré, chaque service public préservé renforce la crédibilité du projet. À l'inverse, chaque retard fragilise l'adhésion. Une idée s'impose alors, simple et exigeante. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Au terme de ce parcours, le tournant engagé par le Burkina Faso ne peut être réduit à une confrontation binaire entre audace et isolement. Il révèle plutôt une interrogation plus large sur la place des États africains dans un ordre économique mondial longtemps déséquilibré. Les choix récents, mettent en lumière une aspiration partagée bien au-delà des frontières nationales, celle de décider localement de l'usage des ressources, du rythme du développement et des partenariats jugés acceptables. Ce moment concerne aussi les observateurs extérieurs. Il invite à dépasser les réflexes idéologiques pour s'interroger sur les conditions réelles d'une souveraineté viable dans un monde interdépendant. Peut-elle se construire sans rupture de visible? Doit-elle nécessairement passer par une phase de tension et de réajustement? Le cas burkinabé offre un terrain d'analyse concret avec ses risques, ses promesses et ses contradictions. La trajectoire ouverte n'est pas figée. Elle dépendra des décisions prises dans les mois à venir, de la capacité à protéger les plus vulnérables et à transformer des principes en résultats mesurables. Dès lors, une question demeure, simple mais essentielle. Ce choix marquera-t-il un précédent durable ou un moment isolé dans l'histoire économique du continent?